Madame, Monsieur, bonjour. C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver en cette matinée et tout au long de la semaine d'ailleurs, de 8h à 9h30. Et aujourd'hui, nous sommes le 10 juillet 2026, il est 8h. Et pour cette matinée, nous allons nous intéresser à l'écriture, à la poésie aussi, puisqu'une écrivaine, poétesse sera parmi nous ce matin. Alors, elle va nous parler, puisqu'elle vient donc du Canada, elle va nous parler de son attachement à l'Algérie, toute la poésie qu'elle écrit autour de l'Algérie, de son parcours, mais aussi de tout ce beau partenariat, j'ai envie de dire, qu'elle fait avec son propre fils, lui qui lui compose avec de très belles musiques ses poésies. Ce matin également, nous allons nous intéresser à la saison estivale, puisque nous sommes en plein dedans. Quand on parle de saison estivale, on parle beaucoup d'environnement et effectivement, alors cette fois-ci, nous allons revenir sur une association qui fait un très très beau travail sur terrain pour la protection de l'environnement. Nous allons nous intéresser également ou revenir sur les célébrations qui ont été faites durant le 64e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. C'était ce 4 et 5 juillet, donc durant 2 journées. Il y a eu de très très belles célébrations à travers tout le territoire national, mais aussi à l'étranger. Donc durant ces 2 jours, il y a eu de très belles marches, il y a eu de très belles manifestations. Nous allons revenir sur l'une d'entre elles qui a été organisée donc par l'une des très belles associations qui fait un travail sur la promotion donc, de l'histoire de l'Algérie. Fella Benour également, elle sera parmi nous, elle va partager avec nous toutes les nouvelles et toutes les nouveautés, toutes nouvelles informations autour de toutes les facilitations, de toutes les manifestations organisées pour et par la communauté algérienne à l'étranger, notamment la célébration de l'indépendance de l'Algérie qui a été faite dans plusieurs pays du monde. C'est Hadja Marsoura parmi nous également. Elle va nous emmener du côté de Constantine pour nous faire découvrir les gravures rupestres, les gravures et peintures rupestres de cette région et particulièrement le monde animalier qui a été immortalisé à travers ces peintures et ces grottes préhistoriques qui se trouvent à Constantine. Voilà donc pour le programme de cette matinée, mais avant de commencer, c'est toute l'équipe de Bonjour d'Algérie, c'est toute l'équipe également de la Régie 7 qui présente toutes nos félicitations au fils de notre collègue et notre ami Mohamed Oubahi, son fils, donc Mounsaf Oubahi, qui a décroché son master en génie civil avec une très très bonne moyenne, avec une excellente moyenne. Donc, on va lui dire toutes nos félicitations, très très belle continuation, Inch'Allah, la roba de doctorat et pourquoi pas de très belles autres réussites. Également, restons avec les réussites, nous présentons toutes nos félicitations pour l'obtention du brevet pour Camille Khoder, elle qui a eu un double diplôme. Donc toutes nos félicitations pour Camille en attendant donc le 12 Inch'Allah les résultats du bac et on souhaite également réussite à tous nos bacheliers. Voilà donc pour le programme de cette matinée et comme je vous le disais, ce sera pause musicale, très très belle reprise ce matin de Marhoum Kamal Messoudi, Yahsar Alik Ya Dunya qui sera interprétée par Amin Babylone et Hamza Nemira. On se retrouve juste après. Yeah.
Très très belle reprise de la chanson culte de El Marhoum Kamel Messaoudi, Yahsar Alik Dunya, très très belle interprétation donc par Amin Babylone et Hamza Nemira. Et cette fois-ci, revenons aux célébrations donc de ce 64e anniversaire du déclenchement de la révolution, de l'indépendance de l'Algérie et donc qui correspond au 5 juillet 1962. Et parmi nous donc Madame Nassera Douagui qui est la présidente de l'association El Afaq Mawahib wa Shabab. Madame Douagui, bonjour, marhaba bik. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors toujours au rendez-vous, Madame Douagui, comme chaque 5 juillet de chaque année. Tout à fait. 5 juillet, le 4 premier, et 5. Oui, on l'a fait le Oui. 4, mais c'est l'événement de chaque année régulièrement, rendre hommage au Hayek. Oui. Parce que le Hayek, il a participé pour la guerre de libération et en particulier à la bataille. C'est un symbole de guerre de libération, effectivement. Absolument. Donc voilà, nous avons fait un jour, c'est-à-dire le 4, on l'a fait le 4, parce que le 5, il y a beaucoup d'événements manifestations officiels, oui. C'est pour ne pas perturber tout ça. Nous avons invité, c'était ouvert au public, donc on a fait un départ historique à partir de Dar Sultan. L'association l'a fait en partenariat avec la Chambre de l'artisanat et des métiers. Et donc on a fait un départ, c'était quelque chose de très beau, parce que les femmes qui ont mis le Hayek, elles ont beaucoup chanté le Najid al-Watani, et elles étaient très heureuses malgré la chaleur. Malgré la chaleur, oui. Malgré la chaleur. Elles ont pu faire abstraction, donc elles ont vécu le moment pleinement. Pleinement, tout à fait. Ça a été une belle journée, une magnifique journée. Alors, ce que vous me disiez justement, Madame Douagui, vous, après quelques années, donc vous avez un petit peu l'habitude avec cette manifestation, avec cet événement, mais il y a des femmes qui viennent assister pour la première fois, d'autres qui ont vu le Hayek pour la première fois, qui l'ont porté pour la première fois, et ça a un impact très particulier. Donc, c'est pas un simple morceau de tissu, mais quand on le porte, ça fait effet. Ah, ça fait vraiment un effet, c'est ce sentiment qu'on a, comme nous, la première fois, et toutes les jeunes, elles ont ce sentiment algérienne. C'est un patrimoine, c'est un voile qui a appartenu, qui nous appartient, qui a fait partie de notre histoire, et donc quand elles le mettent, beaucoup de jeunes filles, quand elles le mettent pour la première fois, elles se disent « Ah, j'aimerais bien, je pense que je vais le mettre ». Oui, parce que nous sommes en train de voir quelques photos qui défilent. Oui, donc c'est vraiment quelque chose de particulier, et surtout quand c'est
lors d'un événement comme ça, historique, donc elles ont fait toutes les ruelles de la Casbah où il y a eu des événements. Donc on a fait la première Dar Sultan pour l'histoire de l'Marwaha, donc l'éventail, et le parcours par les ruelles, en passant par le musée Tali La Pointe, certaines ruelles qui sont Vous avez fait marquées des par haltes l'histoire. aussi au niveau des musées? Pas les musées, parce que c'est pas le musée. Allez la Pointe. Allez la Pointe, oui. Allez la Pointe. Je parle du musée Allez la Pointe. Allez la Pointe, oui, c'est sûr, ça, il faut, parce que ça a été un départ. J'ai expliqué aux dames que c'est pas, on ne met pas le haïk juste pour le mettre. Ce jour-là, il est particulier, bien que c'était une fête, mais il a été chargé d'émotions. C'est quand une femme, une jeune, parce qu'il y a eu de tout âge, hein, qui viennent et qui le mettent pour la première fois, malgré la chaleur, elles ont résisté, elles ont chanté des youyou. C'était le but recherché, c'est de se sentir vraiment comme si on revivait ce 5 juillet qui était l'Algérienne. L'Algérienne a été aux côtés de l'homme, le haïk elle le portait. En particulier à la Casbah, tout le monde, toutes les jeunes filles le portent, toutes les femmes le portaient. Donc le colonisateur ne pensait pas que la femme avait ce rôle, qu'elle était côte à côte et qui a elle-même, justement, ce voile-là, il a permis des opérations. Et même des hommes qui l'ont porté, des moudjahidines, qui l'ont porté pour se déplacer d'un endroit à un autre. Donc toute cette histoire, on lui a rendu hommage à ce haïk. Effectivement, donc à travers cette marche que vous avez faite tout au long donc, du parcours de la Casbah, mais sinon ça a été aussi pour vous un moment d'expliquer la symbolique de l'haïk, pas seulement lors de la guerre de libération, mais la symbolique de l'haïk déjà comme tenue traditionnelle algérienne. Vous avez insisté sur Khet al-Rouh, vous avez insisté sur le koufin. Tout à fait. Je suis toujours outrée quand je vois à la Casbah. Puis j'aimerais que, à travers ce message aujourd'hui, qu'on prenne conscience qu'on est dans le temps où les photos sont très importantes parce qu'il y a les médias, il y a les réseaux sociaux et tout ça, ça joue un rôle. Donc le Khet al-Rouh ne se porte pas avec le haïk. Le Khet al-Rouh, il est fait pour les fêtes ou pour des endroits bien précis à l'intérieur. Par contre, le haïk, il est porté partout en Algérie comme un voile. Donc, c'est comme aujourd'hui, on porte le hijab ou pas, mais il y a une tenue de l'extérieur. Donc, le haïk, c'est une tenue de l'extérieur. Le koufin, il n'a pas sens d'être, surtout sur les photos, parce qu'une jeune fille ne porte pas le koufin. Avant, et même la symbolique de le koufin, c'est parce qu'elle a servi. Durant la bataille d'Alger, la révolution, elle a servi à transporter. Donc on cachait des armes, Il faut qu'on comprenne qu'on ne met pas le haïk avec un koufin. Le paradoxe, maintenant on voit à la Casbah des jeunes filles qui prennent des photos avec le Khet al-Rouh et le koufin. Il faut savoir ce qu'on fait. Est-ce qu'on va à une fête ou on va faire les courses? Avant le koufin, l'été, c'était pour les hommes. Après l'indépendance, les vieilles portaient le koufin. Mais la beauté... Parce que même l'adjar, la façon de porter l'adjar, il descend derrière les oreilles, on n'écrase pas le nez. C'est très important. Et aussi, bon, quand c'est pour des photos, j'essaye d'expliquer, même si c'est de passage, bon, elle n'est pas prévue, donc elle ne met pas des chaussures pour que ce soit l'élégance. Le haïk est une élégance. Donc je leur dis, au moins ne prenez pas le bas. Des photos du bas, mais c'est plus pratique de mettre en valeur ce patrimoine qui est national, il se porte partout. Bon, le Melaya, elle a aussi, c'est l'histoire du deuil, sinon elle aurait été blanche aussi. Donc, il faut préserver et transmettre. J'explique aux jeunes filles, je leur dis, pourquoi quand elles me demandent de mettre le Khet al-Rouh, je dis c'est négatif chez moi. Mais je leur explique et je leur dis, regardez-vous, sans Khet al-Rouh, c'est autre chose. Vous êtes plus belle sans Khet al-Rouh.
Et ce que je voudrais, Bien que Khet Roh aussi, il Roh, apporte toute une grâce, mais pas avec le hayek. mais pas avec le hayek. Ça se porte durant Avec les occasions. les occasions, Voilà. même j'explique que la mariée, si elle porte par exemple le karako pour rentrer, ou elle sort avec le hayek de chez son père, mais elle descend, Elle donc cache. elle cache. On ne met pas le Khet Roh avec un hayek. Et ce que je souhaiterais, c'est que j'en parle à toutes les jeunes que je vois, je leur dis, nous on nous a transmis, j'aimerais que vous transmettiez, parce que sinon dans quelques années, les gens ils vont croire que c'est vrai qu'on porte le hayek avec le qfa et tout ça. Les jeunes générations doivent elles aussi être conscientes qu'elles ont un fardeau comme nous, qu'elles doivent transmettre bien le port du hayek et du adjar. Oui. Alors, revenons à la journée donc, du 4 juillet. Il y a eu combien de participations, Rosa? Je ne m'attendais pas. Habituellement, je fais le nombre d'années d'indépendance. Ah, d'accord. Oui, Donc, habituellement. normalement, on s'arrête à 64. Voilà, habituellement. Habituellement, parce oui. que on le faisait avec les officiels et tout ça. Donc, mais cette fois-ci, c'était pas possible parce qu'il fallait qu'on rejoigne pour faire une qahda. D'accord. Et c'était pas possible de prendre tout ce monde au niveau de Dar Bastarji où on a fait agriculture nous a permis de faire le qahda en bas et c'était pas possible, mais en moyenne, grosso modo, il y avait pratiquement une cinquantaine, parce que vu les hayeks qu'on avait, plus celles qui ont ramené, et des invités, bien sûr, tout était... mais c'était un moment très fort, chargé beaucoup d'émotions. Mais sinon, le qa'da, donc parlons un petit peu de cette qa'da. Oui, on a fini par le qa'da, et puis donc dans l'arrivée, un petit peu comme, parce que c'est une fête le 5 juillet, donc il y a eu Naïma Mihailia qui a fait, elle les a reçus aussi avec le hayek juste sur les épaules, Belmarch ou le Ah oui. Et on a donné. Ça aussi, c'est un rituel. Tout un rituel, effectivement. Voilà, donc taqdam. Et il y avait dans les gens qui ont porté le hayek pour la première fois, il y avait aussi une dame que je remercie beaucoup, qui est rentrée b'taqdam. Donc les deux, comme il fut dans nos fêtes, une elle tahdar et l'autre elle dit au Oui. C'était magnifique et on a après parlé justement du port du hayek, la façon de le porter. Oui. Et on a fait des boukhalettes et la participation du public, c'est-à-dire c'était ça et elles ont fait des chants patriotiques même au niveau de l'Qa'da. Et ça, c'était magnifique. On a fait une belle journée, disons que c'était... Vous avez fait revivre finalement toute cette ambiance. Et justement, on le dit toujours, la Casbah d'Alger, ça reste un lieu de résistance, effectivement. Un lieu où la guerre a eu lieu également. Donc, cette fois-ci, donc, vous restez avec nous, Madame Douagui. On vous invite à voir ce reportage donc, de Naïm El-Walish qui revient sur la Casbah comme lieu de résistance et lieu de résistance à l'occasion justement de la célébration de l'indépendance de l'Algérie. Je vous laisse voir ce reportage et on se retrouve juste après. De résistance durant la guerre de libération nationale, chaque coin, chaque pierre de la Casbah est un bout d'histoire révélant les sacrifices consentis par le peuple algérien contre le colonisateur français. Aujourd'hui, certains se souviennent de la journée historique du 5 juillet 62, célébrée dans la liesse où petits et grands fraternisaient dans la joie et la liberté absolue. Soyez heureux maintenant que c'est l'indépendance. Il y a eu une véritable révolution joyeuse. J'en ai la chair de poule. Tout le monde est sorti. Même les bébés se sont joints à la fête. Certaines femmes ont même oublié de porter leur hayek. Elles étaient sorties en habit d'intérieur. Plus d'un mois de célébration, beaucoup ont perdu la voix. On distribuait alors du miel, des repas. On fraternisait, on dormait. Dehors, à même le sol, les chaussures perdues. À cette époque, j'avais 4 ans et je me souviens à peine de cette célébration. Mais ma mère me racontait, elle me disait que tous faisaient sortir leurs enfants pour célébrer le 5 juillet avec chants et slogans.
Les Kasbadji ont vécu une journée où ces ruelles résonnaient à l'infini des youyous, des chants et des joies d'enfants. Donc il y a une anecdote qu'ils m'ont racontée. Et voilà, donc le Hajj Mohamed Yaouta, il a fêté le 5 juillet, pas le 5 juillet, le 3 juillet, avec sa fameuse chanson Alhamdulillah ma bqash istamar fi biladna. Et il a chanté au sein de la Casbah, avec la population Casbah. C'était inédit, c'était pour la première fois que cette chanson sortait à la population. Et donc c'était un 3 juillet 1962, avant l'annonce du 5 juillet de l'indépendance. Comme si on préméditait ça et comme si on attendait cette indépendance. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette liberté chèrement acquise a été marquée par des célébrations massives et spontanées à travers le moindre recoin de la Casbah, médina historique de la bataille d'Alger. Voilà, c'était donc un reportage de Naïm Al-Walish qui revient sur la Casbah comme lieu de résistance. Madame Douagui, justement, nous avons vu notre ami Khaled l'ébéniste aujourd'hui qui n'est plus à présenter, qui fait un travail, très très beau travail de promotion de la Casbah et toutes les traditions qui tournent autour de la Casbah. Et vous me disiez justement qu'il y a eu un musée qui a été inauguré. Le 6, donc, justement, ils ont organisé ils ont pris des photos de tous les moudjahidines de la Casbah, donc ils ont encadré, et donc maintenant c'est chez lui. Il y a eu l'inauguration avec les deux Jamilat Bouhired et Jamilat Boubacha, qui ont assisté. Voilà. C'était magnifique. Bon, j'ai pas pu assister, j'étais trop fatiguée, mais... Oui, après 2 jours de préparation, effectivement, ça a dû être très émouvant, en tout cas. C'était très émouvant, c'est clair. Il y a eu des belles photos et on encourage ce genre de... D'ailleurs, même pour les guides qui viennent, je leur explique, parce que certains, ils sont très jeunes. Donc, l'importance de la bataille d'Alger et la Casbah était... personne ne pouvait... C'était limité. Donc, il n'y avait que des Algériens. Le combat était très dur. Il y a eu beaucoup de morts, de shuhada, Allah yarhamhum, et de résistants qui ont continué, qui ont vécu l'indépendance. J'ai un vague souvenir, moi parce qu'il l'a dit dans le reportage, très jeune, hein, et nous étions à la Casbah parce que nous habitions à Biarn, il y a eu l'OAS. Donc on a fui la Casbah, justement, toute la famille a fui la Casbah parce que c'était le lieu le plus sûr. Et donc je me souviens du premier... Vous avez un vague souvenir Un vague souvenir où on nous a mis des jupes dans les couleurs, donc le blanc, le vert avec des foulards rouges et ça, on disait place l'Oud, donc Sahchouhada, quoi. Et on allait fêter, c'est vrai, j'ai une vague souvenir, mais c'était magnifique. Ah bon. Voilà, donc alhamdoulilah pour notre pays surtout. Alhamdoulilah, effectivement. Donc toujours un événement qui est devenu une véritable tradition aujourd'hui au niveau de votre association. Ah oui. Celui-ci, le 1er novembre, toutes les fêtes religieuses, l'association se bat pour justement cette jeunesse qui est un petit peu... Il y a eu un moment où on a oublié de remettre tout, y compris nos tenues traditionnelles. Maintenant, le sarouel qui revient, c'est magnifique dans la rue et pourquoi pas pouvoir être à l'aise avec nos habits. Les habits de fête bénine, les habits... voilà, c'est pratique, hein, sarouel shirka qui est maintenant redevenu... Donc, voilà. Effectivement, en tout cas, bravo, Madame Douagui, pour tout ce que vous faites. Déjà, la célébration... À toute l'équipe, à tous les gens qui nous ont permis, parce que c'est grâce aussi à tous dans l'administration, dont tout se passe très très bien. Effectivement, en tout cas, bravo encore une fois pour le devoir de mémoire déjà, mais aussi la promotion du patrimoine, parce que vous profitez de l'occasion aussi pour sensibiliser par rapport au patrimoine. En tout cas, Madame Nassera Douagui, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Très belle continuation à vous, Inch'Allah. Et cette fois-ci, nous allons nous intéresser à un autre reportage que Faria Hamdi a fait pour nous. L'été au cœur d'Alger, entre piscine et la mer. Et donc, je vous laisse voir et on se retrouve juste après.
L'âme de Bebloued reste intimement liée à sa mère. Ces plages demeurent le cœur battant d'Alger. فيها 21 سنه وانا هنايا الشتاء وصيف لي ميور بلاج اللي عندنا هنا في بابلوت كاين ليدان وسانتوزان دو شامو حتى لافيجي ندير تريبال فيها هنا نشوف جيراني نشوف صحابي نشوف كلش والحاجه اللي نسحقها نصيبها عند ولاد الحومه هنايا بصح في الاوروب ما تصيبيش واش تحبي انتيا. Là où la nostalgie d'une époque plus simple rencontre la ferveur de la jeunesse d'aujourd'hui. Dès 8 heures du matin, les ruelles de Bebloued s'animent d'un mouvement bien précis. Sac sur l'épaule, serviettes repliées, les habitants du quartier ne ratent ce rendez-vous pour rien au monde. On croise les anciens du quartier qui descendent pour leur bain thérapeutique quotidien, mais aussi des groupes de jeunes venus squatter les meilleurs spots sur les rochers. Les plages elles sont agréables, les gens sont super sympas. On est là pour leur sécurité, voilà, et pour leur apprendre aussi de temps en temps à nager. Ici, بزاف نقية واسعة فيها اللي هايلين اللي ماشي هايلين المهم هايلة وخلاص. جاي هنا من وهران سبيسياليست على جال هذه فري شابة ونقول لكم كاع روحوا هنا تشوفوها. Ça nous plaît beaucoup et à chaque année je viens et cette année c'est les meilleurs, c'est bien organisé, c'est très bien, on est content d'être ici. Après l'arrêt un peu plus d'une année où il n'y a pas eu d'activité, donc il y a une réhabilitation, une rénovation au niveau de cette piscine, donc ce qui a permis durant l'inauguration d'ouvrir les portes de cette piscine pendant 3 jours gratuits pour la population de la capitale et pour tous les Algériens qui passaient leur temps ici. Donc le Wali d'Alger plus le Wali délégué ont permis un petit peu, les gens étaient très contents, donc ça leur a permis de découvrir cette piscine et d'avoir une idée un petit peu sur cette piscine. Rmila, Kitani, Padovani ou la Pointe Pescade ont toujours été le cœur battant d'Alger. Ce littoral unique n'était pas seulement un lieu de baignade, mais un véritable espace de croisement pour les poètes, les peintres qui y trouvaient une inspiration brute et une liberté totale. سيدي علي ببول او مات الله يرحمه والله فامي حمار ومن بعد قدامه من لهيه كان براتو بلاج كان حاكمه سيدي علي فيرلوندان هو اللي كان حاكم من بعد نزيدو نحطو شويه تحته كان نشوفو يلعبوا لي بول كان حاكمو لونسيان جوار تاع المولوديه معروف من بعد عندنا الرميله تاع القلالين يعيطوا لها بكري رمية الحمير ولا رمية العواد كاين روشيكاري تما اللي بداو يتعلموا كاع العومان باسكو غير تشبكي هايتم يبداو يتعلموا الموريسكات التشبيكات وها منيك اللي هي كاين روشي ديمول تما نروحوا بالشومبرايور نصيدوا الهاشمي قروابي الله يرحمه هذه بلاصتو هاد سيدي علي ببول وقلت لك سيدي علي في الروندان قدامهم من بعد منا كي بدا شويه هربوا لا راسكاس كيما فرونكو قالنا سيدي علي ببول سيدي علي في الروندان هو اللي حكمها ولاو تما لي زارتيست بكري لي زارتيست نورمال. Aujourd'hui, se remémorer ces moments, c'est aussi rendre hommage à une identité algéroise, où la mer omniprésente définissait le caractère de ses habitants. Place à la poésie, à l'écriture, à la littérature, puisque nous avons une écrivaine poétesse parmi nous ce matin. Il s'agit de Madame Salima Sadi. Bonjour, marhaba bik. Bonjour Madame, merci infiniment de l'invitation. Marhaba, alors vous venez du Canada? Oui, tout à fait. Voilà, et vous faites un travail colossal hein, autour de l'Algérie. Très peu. Très peu? Oui, pour moi c'est encore très peu, oui. C'est pas... L'Algérie mérite cet énorme travail colossal, oui. comme oui. vous dites. Oui. Ah oui, c'est vrai. Et vous êtes accompagnée de votre fils? Oui. N'est-ce pas? Alors, Yahya Jahmoun. Yahya, bonjour. Bonjour. Comment ça va, Yahya? Ça va bien. Ça se passe bien? Oui. Alors, c'est une transmission? C'est pour ça qu'il est là? C'est une transmission, oui, oui, carrément. Voilà, vraiment. Une transmission, donc, de l'histoire, n'est-ce pas? De la culture, de l'amour du pays, de l'histoire de son pays. Des vers peut-être?
Des guerre. Des guerres, oui. Oui, de la guerre. Alors Yahya, justement, j'ai commencé par toi. Dis-nous, qu'est-ce que tu as fait depuis que tu es venu quand déjà? 7 juillet. Le 7 juillet. Alors depuis le 7 juillet, aujourd'hui nous sommes le 10, ça fait déjà 3 jours. Et en 3 jours, tu as fait déjà beaucoup de choses. Hein. Alors raconte-nous ce que tu as fait depuis que tu es là. Bon, déjà, on est allé dans beaucoup de magasins, surtout qui avaient vraiment des robes pas très chères et des restaurants très bons. Mais maman cuisine mieux. Ouais. Oui. Donc, oui, voilà, donc on était dans un appartement très beau, avec une piscine d'ailleurs. Et on est aussi allé. Tu as visité des musées? Ah oui, voilà. Ouais, on a visité un musée avec des objets préhistoriques, si je peux dire, avec des gens avant, de très longtemps, qui écrivaient, si je peux dire, qui dessinaient sur les pierres. roches. Exactement. Vous êtes parti au musée du Bardo, tout à fait. c'est ça? Pour justement s'occuper, voilà. Et donc tu as fait le parcours là au musée du Bardo, parce qu'il y a un parcours, c'était le parcours. Tout à fait. Ouais, il était vraiment grand. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans ce parcours? Je pense, il y avait un énorme un char fait en bois. Oui. Il était vraiment déjà très grand et vraiment, rien à dire, il est incroyable. Impressionnant. Il t'a impressionné. Exactement. Qu'est-ce que tu comptes faire encore? Il y a d'autres endroits que tu voudrais visiter? Oui, déjà la plage, ma maison natale, si je peux dire, mon village natal. Je vais y aller demain. Donc ouais, voilà, aujourd'hui on va aller à la plage et voilà. Et ben voilà, comme ça il pourra profiter donc pleinement. En plus, on a du soleil, hein. Nous sommes bien gâtés par le soleil, n'est-ce pas? Dans tous les cas, il va rester des jours aussi dans mon village. Et ben voilà, tu vas profiter avec la famille, de visiter le village, n'est-ce pas? Voilà. Alors Madame Sadi, je reviens à vous. Donc vous, c'est l'écriture, c'est la poésie, n'est-ce pas? Alors parlez-nous un peu de ce déclic, parce qu'il y a eu quand même un déclic, n'est-ce pas, quelque part? Depuis très jeune, le déclic. Depuis très jeune, parce que d'abord, dans le village, comme dit mon fils, les vieilles du village, elles parlaient avec de la poésie, avec des phrases rimées. Et il fallait faire un effort pour décortiquer, pour comprendre, pour deviner. Je sais de quoi vous parlez, oui, effectivement. C'est incroyable, c'est du génie. Et j'ai l'impression qu'il y a comme une transmission, c'est comme héréditaire. C'est comme, je me suis retrouvée avec ces gènes-là. Que faire? Moi, je suis chanceuse de pouvoir écrire, de maîtriser des langues. Donc, je peux le mettre sur papier, contrairement à nos vieilles qui c'était oral, c'était beaucoup plus oral. Et parfois très improvisé aussi. Hein. Très improvisé. Elles avaient ce don finalement d'improviser selon le ressenti, selon l'émotion à l'instant T, selon l'événement. Selon la situation et l'incident. Et là, c'est une réaction. Et ça ne concerne pas seulement les femmes, ça concerne aussi les hommes. Donc, c'est un peuple qui parle, qui le dit oralement, qui a besoin de réagir. Ils réagissent comme ça avec des phrases, mais pas des phrases comme sujet, verbe, complément explicite, mais c'est vraiment, ça peut être 2 mots et ça veut dire beaucoup de choses. C'est très sensé, très profond, c'est incroyable. Donc le déclic depuis mon jeune âge, du fait que j'ai vécu dans ce milieu-là, je suis née dans ce milieu-là, mais après c'était un besoin d'exprimer mon ressenti à travers mes âges, l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte. Oui. Donc, parlez un petit peu de votre parcours, de votre quotidien, de votre attachement au pays également. Surtout, beaucoup. Alors, 2 recueils de poésie. Donc, déjà, la partition. Alors, la partition, c'est un recueil très, très particulier. Très particulier. Parce qu'il est finalement accompagné de musique. Tout à fait. Et c'est votre fils qui vous fait la musique. Et là aussi, un autre déclic où votre fils s'est joint à vous finalement et vous propose des compositions pour vos poésies, n'est-ce pas? En fait, les talents, c'est une histoire de déclic.
tous les talents, tous les gens qui sont talentueux, d'ailleurs tout le monde est talentueux à quelque part. Il y en a qui sont reconnus, il y en a qui ne sont pas encore connus, mais c'est des déclics, c'est une histoire de déclic. Vous faites bien d'évoquer cela. En fait, le titre, c'est la partition d'Adib. Adib, c'est mon fils, qui est sur la photo, sur la page de couverture. Le déclic, c'était la perte de son grand-père au village, son grand-père. Il était au Canada. Son grand-père, paternel, maternel? Paternel, oui. Du fameux village natal. Il était très attristé parce qu'il ne l'a pas vu. Il était au Canada. Donc, comment gérer cette tristesse-là? Il a trouvé le moyen, c'était la musique. Donc, il exprimait sa détresse en composant des musiques. Donc, à la maison, c'est toute la journée, tous les jours, de la musique et encore de la musique. Ça fait mon bonheur. Et ça fait une thérapie pour tout le monde. Donc, il a trouvé son chemin là-dedans et je m'en suis réjouie. Puis, je me suis dit, pourquoi pas, moi, sa maman, mettre des mots sur cette musique-là. Donc, j'ai traduit sa musique en poésie. Je me suis permise de me mettre dans sa peau, puisque je le connais, c'est moi qui l'ai mis en monde. Je l'ai suivi, je l'ai observé. Et j'ai ressenti la même peine que lui. Parce que moi aussi, je connais c'est quoi la perte. Et c'est pour ça que, justement, c'est ça le déclic. Souvent, les déclics sont tristes. Ils sont tristes, effectivement. Et quand ça donne des produits beaux comme ça, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur, effectivement. Alors, la régie a choisi pour nous le Grand Voyage. Ouais. Voilà, ils ont choisi le Grand Voyage. On en parlera d'ailleurs parce que le Grand Voyage aussi, c'est toute une histoire. N'est-ce pas? C'est toute une histoire. Alors, on va écouter la musique et on vous invite à nous déclamer le poème. Donc, voulez-vous que je le déclame en même temps que la musique? En même temps que la musique, oui. Alors, on va chercher le Grand Voyage. Alors, il est à la page 29. Juste rappeler qu'on peut scanner la musique. Oui. Tout le monde peut scanner la musique, l'écouter, puis lire. Et je le ferai dès que la musique... Est-ce que moi, je peux l'entendre? Oui, on peut l'entendre. Alors, musique, s'il vous plaît. On va voir la musique. Le grand voyage. Je vais malgré moi dans cet avion. J'avance pourtant confiant. Je suis avec mes deux parents. Que pourrait-il bien m'arriver, bon sang? Je vais les larmes aux yeux. Je m'en vais avec mes vieux. Accompagné de mon frère et ma sœur, je ne dois pas avoir peur. Au fond de moi, je n'y comprends rien. Pourquoi vouloir quitter les miens? Pourquoi devoir en faire d'un autre pays le sien? J'ai déjà un pays, une patrie. J'ai déjà des amis. J'ai déjà ma famille. Je suis heureux ici. Je suis si épanoui. Je n'y comprends rien. Pourtant, je les suis bel et bien. Là-bas, c'est comment? Là-bas, c'est où? C'est qui? Personne ne m'a jamais vraiment expliqué. J'ai pourtant tout noté, tous ces noms dits, tout sur mon carnet. Je n'y trouve aucune explication. C'était donc le Grand Voyage. Et au fait, là, vous vous êtes mis dans la peau de votre fils qui a fait le voyage pour la première fois. Tout à fait. N'est-ce pas? Alors, parlez-nous un petit peu de... C'est triste quand même, hein? Oui. C'est beaucoup de questions, c'est beaucoup de... Oui, beaucoup de recul, finalement. Oui. Ben, le recul, c'est plusieurs années après. Beaucoup de questions parce que je me suis mise dans la peau d'un petit garçon de cet âge-là. C'est lui, à cet âge-là, quand il était arrivé à 7 ans. Et, il avait 7 ans. Il avait 7 ans. Et donc, je me suis mise dans sa peau. Et donc, un petit garçon, ça pose des questions. C'est curieux. Et ça pose des questions, mais au sujet d'un grand thème, d'un grand sujet immense, large, problématique. C'est l'immigration. Donc cette immigration, elle est très violente pour lui. Et je la ressens. J'ai essayé de l'adoucir et de la rendre moins violente en livrant un poème. De toute façon, la poésie, c'est censé être beau, rimé, mélodieux, beau à l'écoute. Donc j'ai juste essayé de rendre moins violent cette immigration. Oui. Avec mes mots, avec mes mots simples. C'est ça qui m'est venu à l'esprit. Ça vous a pris du temps, en tout cas.
Ça m'a pris plusieurs 7 ans, années pour... voilà. J'ai ruminé un petit peu cette immigration-là, avec du recul, avec l'œil de la maman, qui avait décidé pour le reste de la famille. Le petit garçon a suivi les parents. Et dans ce voyage-là, durant tout le voyage, il se posait des questions. Il appréhendait ce nouveau pays, cette nouvelle terre. Il a déjà un pays, pourquoi en faire dans notre pays le sien? Puisqu'il a déjà l'Algérie, il a déjà une patrie, il a déjà une famille, il a déjà des voisins, il a déjà des amis, il a déjà construit toute une vie en l'espace de 7 ans. Pourquoi reconstruire autre chose ailleurs, autre part? Il l'a vécu finalement comme un déchirement. Oui, je pense que oui. Je pense que on ne sait jamais, ou on ne s'est pas encore tout dit, moi et lui, ou bien moi et le reste des enfants. Mais moi, je me suis permise de parler à sa place. Mais moi, il ne m'a pas dit ces mots-là. Mais une fois écrit, il n'a pas acquiesqué. Il n'a pas contredit. Réservé comme il est. Et moi, j'ai traduit cette musique-là. C'est complainte. Parce que pour moi, toutes ces musiques-là, ce sont des complaintes. D'ailleurs, toutes les musiques, ce sont des complaintes. Oui. À quelque part. À quelque part. C'est une tentative de guérir. Oui. Donc, j'ai essayé de guérir, moi et lui. Une thérapie de groupe. Oui, parce que ça l'est pour vous aussi. Hein. D'une part, parfois, les choix ne sont pas toujours faciles à faire. Mais comme vous le dites si bien, donc c'est pour tout le monde, effectivement. Mais aussi avec les lecteurs qu'on rencontre, de la diaspora. Oui. Qui, après quelques lignes, on les voit essuyer une larme. Ils s'identifient. Ils s'identifient. Je les vois de loin comme ça. Oui. Puis on a un regard complice, comme je vous comprends. Effectivement. Mais sinon, Yahya, il lit les poèmes de maman? Non, pas vraiment. Pas vraiment, oui. Ça me touche beaucoup ce qu'elle a fait dans ses livres. Voilà. D'ailleurs, les rimes, elle est très très forte pour les rimes d'ailleurs. Ouais. Oui. Je suis vraiment très fière déjà qu'elle a fait un livre, 2 livres déjà. 3. Okay. Ouais, voilà, 3. Le premier, je ne l'ai pas ramené. Mais... Je suis choquée. Ça se voit pas directement, mais je te jure, c'est incroyable ce que tu fais dans tes livres et tout. Tu parles très bien et tout. Je te jure. Ah ben, je te remercie. C'est la première fois que tu me fais cet aveu. J'en suis très touchée. Et grâce à vous, madame. Donc, il vous l'a jamais dit? Jamais. Non, on n'a jamais parlé de ça. Moi aussi, je suis très touchée. Je suis très émue. À chaque fois, vraiment. Je t'entendais lire et tout le livre, je me disais, oh my god, elle est trop forte. Ça me touche tellement. Merci infiniment. Tu devrais lui dire plus souvent, tu sais. Moi-même, je découvre ton talent d'orateur, très agréablement surprise. Merci, Yahya. Je suis désolée. Non, ça m'a émue. C'est très beau à voir finalement une relation maman-enfant. En tout cas, je te remercie aussi à la place de ta maman, hein, parce que ça fait toujours... Je pense que c'est le meilleur témoignage que vous avez eu depuis. Hein. Oui. N'est-ce pas? Peut-être le plus beau. Tellement. Le plus beau. Tu devrais y aller plus souvent, hein, n'est-ce pas? Mais sinon, vous racontez aussi votre amour pour l'Algérie. Oui. Chez moi, l'Algérie. Oui. N'est-ce pas, avec une très très belle couverture, encore une fois, qui représente pleinement la tradition algérienne. D'ailleurs, vous êtes venu tout en patrimoine algérien. C'était la première chose qui m'avait attirée d'ailleurs en vous voyant ce matin. Et donc, c'est moi. Chez moi l'Algérie. Donc là finalement c'est un voyage que vous nous proposez à travers vos poèmes, oui. À travers les 4 coins du pays. Oui. Et vous avez même fait implicitement, j'ai envie de dire, un cours de géographie. Donc oui. Attention, ici c'est le nord, c'est le nord-ouest, c'est le sud-ouest, oui. N'est-ce pas? Oui. Donc pour vraiment se situer par rapport aux villes. Alors vous avez fait le tour des quatre coins ou c'est juste finalement? Oui. J'ai fait le tour des 4 coins, mais je n'ai pas fait le tour de toutes les villes. Oui, parce qu'on est rendu à beaucoup plus que de villes qu'on le croit. Oui. Donc j'ai pris, et je m'en excuse d'avoir fait un choix peut-être arbitraire, mais... ça viendra, hein, probablement. Hein. Oui,
je rajouterai les autres villes que je n'ai pas citées, mais je me suis permise de choisir les plus importantes, bien les plus connues, les plus populaires, disons. Mais peut-être que ça nécessitera peut-être un autre travail où justement parler de celles qui sont méconnues ou encore ou inconnues. Oui. Voilà, donc ce sont encore une fois des émotions que vous transmettez, des descriptions aussi. Oui. Donc vraiment, vous présentez la ville à celui qui ne la connaît pas, probablement. Ou celui qui la connaît. Comme disait Yahya, j'ai ce don-là pour la rime, mais aussi pour l'acrostiche. Alors, si vous avez remarqué, toutes les villes évoquées dans ce recueil-là sont présentées écrites verticalement. Oui. Prenez n'importe quelle ville, vous allez lire le nom de la ville de haut en bas. Oui. C'est quoi la page que vous avez? C'est quoi la ville? Alger. Alger. Même si c'est petit, Alger, c'est vraiment A-L-G-E-R. C'est 4 lettres, 5? 5. J'ai essayé de donner le max de cette capitale, de cette ville-là. Donc oui, c'est un travail de géographie. C'est comme des informations de géographie, d'histoire, description. J'ai essayé de donner le max. C'est un petit peu le génie de ce travail-là que... C'est du génie, effectivement, parce que trouver comme ça un vers pour chaque lettre... Avec la rime. Avec la rime. Avec la profondeur, avec l'information. Voilà, avec aussi toute l'harmonie, parce que là, on passe d'une idée à une autre avec tout à fait. Avec grâce. Avec grâce, merci de le souligner, parce que si c'était un texte ordinaire, on a cette... on peut utiliser des connecteurs textuels quand on a un nombre précis de vers et un nombre précis de mots. Et on ne peut pas faire des connecteurs, on ne peut pas introduire des connecteurs, etc. Donc on a besoin de passer d'une idée à une autre avec génie, avec grâce. Et comment le faire? Là où rentre le talent et le don et la passion et l'imagination, la fibre artistique, poétique, tout ce que vous voulez. C'est ça la poésie, c'est le beau. Vous avez des moments particuliers auxquels vous écrivez? Non. Ça vient tout seul. Ça s'impose. La poésie s'impose d'elle-même. Je sais qu'il y a des écrivains qui sont disciplinés. Moi, je ne suis pas du tout disciplinée. Des écrivains qui sont disciplinés chaque matin, face à une feuille blanche, ils se mettent à écrire, ils se forcent à écrire. Moi, je sais que l'inspiration, elle est là. Il suffit juste que je décide et je me mets à écrire. Je ne suis pas disciplinée vraiment, je n'ai pas d'horaire. Oui. Alors, on vous invite probablement à choisir une ville que vous voudriez partager avec nous. Votre ville, vous êtes originaire de quelle ville? Alors, moi, je suis originaire de Mascara. J'espère pour vous qu'on va trouver... Il y a un beau poème sur Mascara. Alors, on va trouver la page. Je l'ai lu tout à l'heure, mais... On a du mal à le retrouver. Alors, 46. 46. Que je vous dédie. Merci beaucoup. Mascara. Mémoire vivante de l'émir Abdelkader, ancienne Médina prospère, sous le règne de grands rebelles, Cheikh Bouamama et autres résistants, au cœur de tes montagnes, au fil des ans, restituer la liberté de ton peuple reconnaissant. À la révolte, ils ont été au devant. Merci beaucoup. Bravo. Alors, on va quand même faire le poème pour Alger, parce que nous sommes à Alger. Bien sûr, avec plaisir. Alger, dont je tombe à chaque année amoureuse. C'est des coups de foudre, Alger. Donc, Très particulière, la ville d'Alger. Quelle page vous l'avez? 20. Alger, Jazair, là, c'est pas Al-Bahja. Alger, Jazair, la joyeuse. Alger, la ville blanche, lumière si éclatante, grande tuilée de tes revanches, en tout temps, ensorcelante, reine de l'Afrique, fière et franche. Magnifique. يعطيك الصحة.
Vraiment. Et puis c'est comme ça pour toutes les villes que vous avez choisies. En tout cas, bravo pour tout le travail que vous faites. J'imagine que vous avez des projets. Hein, oui, beaucoup. J'espère que vous allez les partager avec nous à votre prochaine visite, Avec grand plaisir. En Algérie. En tout cas, marhaba bik, vous êtes chez vous. Merci. Yahya, ça a été un plaisir, mon fils, de partager ce plateau avec toi. Merci. Et puis, on devrait faire des compliments plus souvent à maman. Ça encourage beaucoup. Merci beaucoup. Yahya, merci à vous encore une fois, Madame Sadi, d'avoir été parmi nous ce matin. Et on continue, cette fois-ci, ça va être une belle balade qu'on vous propose à travers ces images et on se retrouve juste après. d'Alger, nous allons aller du côté de Constantine puisque Samira Hadjamar nous propose le voyage vers Constantine. N'est-ce pas Samira? Bonjour. Oui, bonjour Nour. Comment ça va Samira? Très très bien. Ça se passe bien? Alhamdulillah. Alhamdulillah. C'est Constantine aujourd'hui? Oui. Allez, on y va. Après? Juste après cela. Samira, aujourd'hui, Constantine. Alors, on n'imagine pas souvent, mais il y a des grottes, effectivement, en Constantine qui nous renseignent aussi sur l'époque préhistorique. Sur l'époque préhistorique, sur le fait que Constantine est l'une des, on va le dire, hein, les plus belles villes au monde, les plus anciennes et les plus belles villes. Et peut-être un exemple incroyable, magnifique, de, on va dire, des strates de l'histoire de l'homme depuis le début jusqu'à nos jours. Donc Constantine, Cirta, Constantine vient de Constantin. Elle est la capitale de la Numidie dans un deuxième temps. Après Intimushent, elle est la ville des ponts suspendus. Elle est la ville de Ahmed Bey. Elle est aussi la ville des grottes, de la préhistoire en fait. Il n'y a pas que les grottes, hein, il y a aussi des gravures rupestres, mais parmi les grottes les plus connues, on a la grotte des ours, la grotte des pigeons et la grotte du mouflon. Est-ce que tu as déjà été? Constantine, oui, mais la grotte, je ne la connais pas. Voilà, c'est sous les Constantine, je suis passée plusieurs fois, effectivement, j'ai fait beaucoup de reportages, mais la grotte, non. Située en contrebas principalement du rocher et du pont de Sidi Msid. Alors,
les images passent, on a une carte à peu près de la situation géographique de ces grottes. On a un club de spéléologie, spéléo, alors on va abréger comme ça, on ne va pas se tromper, on ne va pas écorcher, qui a fait de belles découvertes, qui nous a ramené des images extraordinaires de ces grottes. Là, à la base, historiquement, les premières grottes donc, ont été découvertes à partir de 1908. Alors, notamment pour la grotte des ours et la grotte, la grotte du Mouflon, et pour la grotte des pigeons, c'était en 1916. Qui les a trouvés, c'est Arthur Bruguer, pardon. Donc, et pour la dernière, pour la grotte des pigeons, c'était donc Bruguer et Louis Marcet. Voilà. Qu'est-ce qui nous renseigne? Il nous renseigne. Qu'est-ce que ces grottes représentent? D'abord un lieu, une halte touristique incroyable. C'est sous la ville, j'ai envie de dire. Elle témoigne du passage de l'homme, de l'existence de l'homme dans ces grottes depuis le début de l'histoire. On a retrouvé de la poterie, on a retrouvé du silex, on a retrouvé de la parure aussi. Ces grottes, elles sont pas loin l'une de l'autre. Notamment celle du Mouflon avec les ours. Il y a 200 mètres qui les séparent. Pour les pigeons, je pense qu'elle est située de l'autre côté de la falaise, au-dessus du boulevard des Abîmes. On a un jeu de lumière. Apparemment. Oui, ça arrive. Peut-être c'est pour accompagner les belles images. Les belles images, voilà, la thématique aussi. Donc, voilà, donc le club de Spéléo a beaucoup contribué à mettre en lumière la nature de ces grottes, la fragilité aussi de ces grottes. Hein. Donc, c'est le club qu'on voit sur les images? Oui, c'est eux. C'est le club de Constantine. C'est le club de Constantine qui fait ça, mais en fait qui se déplace dans tout le pays. Hein. Oui. Voilà. Donc on a à peu près les images qui passent, on a à peu près ce qui a été découvert à partir de 1908 pendant la colonisation. Voilà. Voilà, je voulais juste attirer. Alors c'est fait de quoi? C'est fait de roches, bien sûr, de quartzite pour la plupart, et il y a eu une industrie lithique avec le silex noir. Tout ça nous renseigne sur le mode de vie, la qualité de vie et comment les hommes de l'époque en fait utilisaient leur environnement pour pouvoir vivre. Voilà. Et donc, est-ce que ce sont des grottes qui sont accessibles au grand public? Oui, alors pas toutes, mais pour celle des pigeons, oui, on peut aussi accéder à celle des ours, mais il est recommandé bien sûr de se faire accompagner. Le problème majeur de ces grottes, c'est qu'à un moment, il y a eu l'urbanisation galopante, il y a eu ce genre de choses, l'expansion de la ville bien sûr, et puis le manque d'intérêt à un certain moment pour l'exploration de ces grottes. Mais je pense que ça va revenir. Oui, certainement. C'est ce qu'on espère en tout cas. Voilà, alors dans la grotte des pigeons, on a retrouvé des vestiges protohistoriques et historiques avec des outils en fer, des poteries et alors des poteries du style de Tidis. Tidis étant une ville aussi antique et située pas très loin de Constantine. Alors, les grottes, il y en a quand même un peu partout, hein, dans plusieurs villes en Algérie, Samira, notamment à Tlemcen. Ça te dit d'aller visiter cette grotte à Tlemcen? Et on revient juste après. D'accord. Allez, on y va. Donc, on va aller du côté de Tlemcen pour découvrir. Géologique nichée à plus de 1200 mètres d'altitude. Les grottes de Bniad sont un chef-d'œuvre de la nature et un lieu chargé d'histoire. D'une profondeur impressionnante, avec une partie aménagée d'environ 700 mètres, elles offrent un spectacle saisissant. Considérée comme les plus grandes grottes aménagées d'Algérie, cette curiosité naturelle a été découverte par les Amazirs environ 2 siècles avant notre ère. L'âge et l'évolution des grottes se mesurent au rythme de la croissance de ces impressionnantes stalactites et stalagmites. Certaines hypothèses estiment leur formation calcaire à environ 65 000 ans. Site stratégique durant la guerre de libération, les Moudjahidines les utilisaient comme base secrète et refuge stratégique. Emmurées par l'armée coloniale française, elles n'ont été rouvertes qu'après l'indépendance.
et le flux de visiteurs ne s'est jamais interrompu depuis. Bien plus qu'un simple site touristique, les grottes offrent une véritable immersion dans un patrimoine naturel exceptionnel. C'est la première fois que je viens. J'en avais beaucoup entendu parler et aujourd'hui je découvre enfin ce lieu. Cet endroit est magnifique. Je ne les avais vus que dans les livres et aujourd'hui j'ai enfin l'occasion de les visiter. J'en avais beaucoup entendu parler mais je ne m'attendais pas en arrivant ici à quelque chose d'aussi impressionnant. Ici on oublie tout. On prend le temps d'admirer ce que la nature a créé, de nous déconnecter l'espace d'un instant. Un coup de cœur. Déjà كانوا قالوا لي عليها وجينا نشوفوها et franchement اللهم بارك. À chaque visite, les grottes de Bni Ad révèlent une nouvelle facette de leur histoire. Ce musée naturel souterrain continue d'émerveiller et de fasciner les visiteurs. Voilà, c'était donc la grotte de Bni Ad et c'était du côté de Tlemcen. Donc des grottes pareilles, on en trouve finalement au niveau de plusieurs villes. Donc revenons à celle de Constantine qui nous renseigne justement sur toute une époque, l'époque préhistorique encore une fois. Début de... et le règne animal de l'époque. Aussi, alors pour la grotte par exemple des ours, les habitants, les Constantinois ils l'appellent la grotte Ghar Zahar ou Zahir. Donc ça veut dire quoi? La grotte qui gronde en fait. Quand on rentre à l'intérieur, on a l'impression qu'il y a, un grondement. Pardon. Alors c'est une grotte qui mesure 6 mètres de largeur sur 60 mètres de longueur. Ils ont associé les noms, les intitulés probablement par rapport aux ossements qui ont été retrouvés, donc soit des mouflons, soit des pigeons ou encore des ours, mais aussi des ours par rapport au bruit que l'on peut percevoir une fois qu'on est à l'intérieur. On peut les visiter. L'idéal, ce serait de se faire accompagner. Il y a des choses qui ont disparu, qui avaient été laissées sur place depuis des années, qui ont disparu avec le passage de l'homme ou des animaux, on ne sait pas. Parce que si c'est des ossements, des animaux aussi pourraient déplacer les objets. Donc, on a retrouvé des ossements justement et des éléments de parure dans cette grotte. Voilà. Ce qui est important, c'est que c'est la rareté de la chose. Le condensé. Quand on voit à Constantine, on a le colonial, on a le mauresque, on a la préhistoire et puis on a la protohistoire puisque sur toute la route jusqu'à Tébessan, on va retrouver des dolmens. Voilà, donc c'est toute ces étapes, on va dire, de l'histoire de l'homme, de l'histoire de la Terre, de l'humanité, qui sont localisées dans une seule région. Et Constantine est une ville encore habitée, je veux dire habitée à nos jours, la Suira est habitée, les grottes sont là, c'est une superposition très très intéressante, rare, fascinante à découvrir. Ah ben voilà. C'est à découvrir encore une fois. Oui, à visiter, à découvrir. Et donc tu nous conseilles de prendre un guide de préférence. Toujours. De préférence. Toujours. Voilà. Le bon guide. Le bon guide, oui, bien sûr. Pas les gens qui veulent se faire des sous et qui donnent de fausses informations. Surtout. Des guides agréés, il y en a. Et puis après, le club sur place. Au mieux, commencer par visiter le musée national public de Sirta, où la plupart des objets qui ont été retrouvés dans ces grottes ont été déplacés là-bas, sauf pour ceux qui ont quitté le pays malheureusement pendant la colonisation, et ensuite de se déplacer vers les grottes, sachant qu'au musée il y a certainement des guides et des attachés de conservation qui pourraient documenter au mieux et informer les gens, les visiteurs. Déjà avoir un avant-goût au niveau du musée, avoir un avant-goût. Il est magnifique, Ahmed Bey. Il est magnifique, effectivement, le musée. Très à visiter. Voilà, après le musée, il raconte toute l'histoire, depuis la préhistoire jusqu'à l'indépendance. Jusqu'à nos jours, puisqu'il y a des découvertes qui se font régulièrement. Et on sait par définition quand quelqu'un trouve quelque chose, l'emmène direct, quand il le déplace, il l'emmène au musée. L'idéal c'est de le laisser sur place, mais voilà, les gens emmènent au musée. Voilà. C'est une destination, peut-être pas en été, il fait un peu chaud, mais si, on peut y aller, il y a des gens qui habitent là-bas, donc c'est possible de visiter. Après les grottes, généralement, il fait très très bon. Il fait très bon, d'autant plus qu'on a Oued Rimel qui est juste en bas, et puis c'est protégé par l'ombre des falaises. Effectivement. Très spectaculaire l'architecture de Constantine, voilà.
En fait, tout est à voir, en haut, dedans et en bas. À profiter et mettre les grottes dans son itinéraire, Voilà. Effectivement. Juste avant de se diriger vers le Qala ou le Qol. Ah ben voilà, ça c'est un bon plan par contre, Voilà, du moment que nous sommes en c'est pleine ça. saison estivale. Oui, En oui. tout cas, merci beaucoup, Merci, Samira, pour ce beau voyage, encore une fois, pour toutes ces informations. On se retrouve dimanche, Inch'Allah. Inch'Allah, pour une autre escale. Oui, pour le portrait d'un BDiste, enfin un dessinateur d'affiches et de BD très connu. Voilà, on en saura plus dimanche. On en saura plus dimanche. Merci beaucoup, Merci, Samira. Et sous les lumières de l'Algérie, l'intitulé d'un concert organisé par l'Asema, Académie internationale donc, de la musique et des arts, une académie qui a été créée donc, par le maestro Amin Kouider. Oui. N'est-ce pas? Alors, justement, il y a eu divers tableaux artistiques entre danse classique, andalouse, des masterclass aussi en musique andalouse. C'est un sujet signé Samia Bouarour qu'on vous propose et on se retrouve pour la dernière station de cette matinée. Sous les lumières de l'Algérie est l'intitulé de ce concert de fin d'année organisé par l'Académie internationale de la musique et des arts, créé par le chef d'orchestre Amin Kouider. Des enfants, des adultes, des adolescents, donc tout âge, des gens qui sont amoureux des arts, de la musique principalement. Donc que ce soit les instruments, que ce soit le chant, que ce soit la musique classique universelle ou la musique classique algérienne, qui est la musique andalouse, mais aussi d'autres disciplines telles que la danse classique, le théâtre, les arts plastiques, etc. Je joue du piano, je fais des exercices, des études et des pièces. Une fois, j'ai joué la valse de Chopin, la mineure. Je viens chaque samedi de Béjaïa à Alger pour ne pas rater mes cours de piano et peinture ici. Notre place n'est pas ici. Non, elle sera là où nous serons utiles. Moi, je suis trop sec et je trace des lignes fines. Et moi, je suis trop gras et je trace des lignes épaisses. Véritable voyage au pays de la Nouba avec l'invité d'honneur Bahja Rahel. Muni de sa kouitra, Bahja Rahel a assisté ses élèves sur scène, représentante excellente du patrimoine Sanaa. Notre artiste a toujours tenu à transmettre ce legs ancestral aux nouvelles générations. Et donc l'académie, la formation est vraiment académique quand je parle de la musique andalouse algérienne, la Sanaa en particulier, puisque c'est ma spécialité. Donc, l'académie, les élèves ou les personnes qui viennent chez moi savent qu'ils vont apprendre une nouba. Comme ce soir, par exemple, ils vont interpréter une nouba avec son msaddar, son ptaïhi, son darj, son saraf et son khlas. Ils sont obligés d'interpréter une nouba. Et d'ailleurs, ils sont fiers d'interpréter une nouba, qui est l'emblème de cette musique andalouse algérienne. J'aime beaucoup la musique andalouse, j'ai grandi dans la musique andalouse. Il y a des choses que je n'arrive pas à faire à Oran, mais je suis plutôt Sanaa d'Alger. Alors, quand on a lancé la masterclass avec Bahja Rahel, je suis venue automatiquement.
Cette belle soirée est le fruit des efforts de tout le staff de l'Académie, des collaborateurs, ainsi que ces graines de stars qui brilleront certainement dans le futur. Et voilà, très très belle soirée. C'est Samia Bouarour qui s'y est intéressée. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser aux informations, aux nouvelles, donc aux manifestations qui tournent autour de notre communauté algérienne à l'étranger. Fella Bennour est parmi nous pour en parler. Fella, bonjour. Bonjour Nour. Comment ça va, Fella? Oui, ça va. Fella aux couleurs de l'été. Oui, le rose. On ne peut pas y échapper. Ça te va ravir en tout cas. Merci Nour. Alors Merci. Fella, aujourd'hui, on va faire le tour un petit peu de quelques informations, mais avant de lancer le jingle, nous avons une petite dédicace à faire ce matin. À Faiza. À notre amie Faiza. Donc c'est elle qui nous pomponne le matin. Ah bah, donc c'est elle qui s'occupe de nous. Hein, voilà, effectivement, oui. effectivement. Alors Faiza, notre maquilleuse, on te dit au nom de toute l'équipe de Bonjour d'Algérie, de la Régie 7, joyeux anniversaire, كل عام وانت بخير. Inch'Allah, beaucoup de belles choses. وكل عام وانت معانا, surtout. Bon anniversaire Faiza. Voilà. Alors, Fella, ce sera les nouvelles juste après. L'actualité, après le jingle. Après le jingle. Let's go. Et là, donc, beaucoup d'événements, beaucoup de nouvelles, beaucoup de bonnes nouvelles pour la communauté algérienne. Nous allons commencer par cette entrée en vigueur de l'apostille. L'apostille qui est entrée en vigueur depuis hier. Donc depuis, le 9 juillet. Depuis hier, on en parle depuis déjà quelques mois. Il y a eu des formations qui ont précédé ce lancement. J'allais dire, certification qui permet aux citoyens de le faire, de ne plus se déplacer au niveau des administrations et de le faire directement en ligne grâce à cette certification. Donc l'entrée en vigueur de l'apostille, c'est conjointement avec le ministère de l'Intérieur et celui des Affaires étrangères. Je ne sais pas si on a les images. Nous sommes en train de voir les images là. Oui, donc... voilà, donc je disais que ce qui va permettre aux citoyens de certifier les documents d'état civil ainsi que les diplômes et documents pédagogiques délivrés par les établissements relevant du secteur destiné à être utilisés à l'étranger. Donc il y a bien sûr des étapes pour avoir cette certification, à suivre pour avoir cette certification. Au niveau, même la poste, les bureaux de poste sont impliqués aussi. Il y a la direction des impôts qui est impliquée aussi, parce je crois qu'il faut acheter cette certification qui va être délivrée. Donc, c'est un timbre en fait. C'est pas c'est une taxe, c'est un timbre. En tout cas, il y a 5 étapes à suivre pour cela. Il faut aller sur le site apostille.gov.dz. Et il y a toutes les informations qui concernent cette certification qui va d'ailleurs raccourcir les délais, faire gagner du temps à beaucoup de personnes. Ça peut se faire en ligne. Même le dépôt de dossier pour avoir l'apostille se fait en ligne. Donc, tout se fait en ligne. C'est vraiment une avancée remarquable qui va simplifier pour la diaspora, pour les personnes qui ont recours à ces légalisations, souvent, et souvent au niveau du ministère des Affaires étrangères, ils vont être épargnés de faire tous ces déplacements et d'aller directement en ligne pour avoir cette légalisation, l'apostille. Il faut juste signaler que l'apostille concerne les pays qui ont ratifié la Convention de La Haye. D'accord. L'Algérie vient de le faire. Pour accéder à cette certification. Deuxième... Oui, alors cette fois-ci, ça va être pour nos enfants. Les enfants, c'est une première. Il n'y a que des premières, ça avance vraiment, ça bouge et on avance très très vite. Alors c'est très bien parce que ça reste quand même, ce sont les summer camps desquels tu vas nous parler. Les summer camps. À présent, et c'est une très très belle initiative parce que ça renforce la langue, ça renforce les connaissances autour de l'Algérie, tout à fait,
l'intégration. Tout à fait. C'est une initiative qui a été bien sûr prise par le secrétariat d'État chargé de la communauté nationale à l'étranger, en coordination avec le ministère de l'Éducation. Il s'agit de quoi? Il s'agit de classes, de sessions d'enseignement, de cours pour les enfants de la communauté algérienne à l'étranger, établis à l'étranger. Donc, c'est 3 sessions. La première session a commencé déjà le 6 juillet dernier. Donc, les enfants concernés, ceux qui ont entre 6 et 16 ans, plutôt 8 et 16 ans. Voilà, pardon. 8 et 16 ans. Donc, c'est des cours 3 fois par semaine, 2 heures de cours qui concernent la langue. Non, c'est voilà. On rappelle que c'est ludique, c'est pas un apprentissage hein. qui allie loisirs, c'est une activité, un échange aussi, parce qu'il va y avoir d'autres enfants. Et ça concerne les enfants qui sont en vacances. De passage en Algérie ou en vacances en Algérie, donc, et qui souhaitent bien sûr apprendre la langue arabe. D'autres cours sont aussi dispensés à l'occasion. Et le lieu de ces cours, c'est des écoles sur 14, il y a 14 wilayas qui sont concernés. Donc très rapidement, Alger, Tnes, Biskra, Béjaïa, Tlemcen, Tiart, Sétif, Djidjel, Skikda, El-Bayad plutôt, El-Oued, Ain Timouchent. Voilà, de toute façon, toutes les informations sont aussi sur un lien, j'espère qu'on va le voir à l'écran, Summer Camp 2026, @mae.dz. Je répète, donc, pour l'inscription. Summer Camp pour les inscriptions, pour les enfants ou pour les parents qui souhaitent inscrire leurs enfants, qui seront là en vacances en Algérie. Donc, Summer Camp 2026, @mae, enfin j'y arrive, mae.dz. Voilà, ça c'est pour les inscriptions. C'est pour les inscriptions. Au Summer Camp. En parlant d'enfants et de vacances, et d'été, et de plage, et ben demain, il va y avoir l'arrivée du premier groupe d'enfants qui est concerné par les colonies de vacances. Et ça, c'est une très belle tradition depuis quelques années. De mémoire, je crois, c'est la troisième ou quatrième peut-être édition de ces colonies. Et c'est pris en charge, bien sûr, par le ministère de la Jeunesse. Et bien sûr, après les instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a décidé de prendre en charge plus de 2000, cette année je crois que c'est 2000, cette année, 2000 enfants. Un premier groupe va arriver demain, et justement en parlant du ministère de la Jeunesse, ça va être Mustafa Hattaoui, le ministre de la Jeunesse, qui sera à l'accueil, aux côtés de Sofiane Chaïb, le secrétaire d'État chargé de la communauté nationale à l'étranger. Donc ça sera demain, et ça va continuer tout au long de ce mois, l'arrivée périodique d'enfants qui vont arriver d'Europe, essentiellement de France, parce que c'est le plus grand nombre est en France. Mais il va y avoir pratiquement de toutes les villes européennes. Voilà. Donc ça, c'est concernant les vacances. Les colonies de vacances, donc 2000 enfants, on rappelle, vont bénéficier donc, de ces colonies de vacances. De ces colonies demain, Inch'Allah, ce sera le premier groupe. Mais sinon, le 4 et le 5 juillet, des célébrations donc pour le 64e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie dans les 4 coins du pays, mais aussi à l'étranger. Donc notre communauté a marqué cette date charnière finalement de notre histoire. Donc à l'étranger, c'est vraiment une ambiance particulière, loin de l'Algérie. Il y a tout cet attachement qui reprend le dessus. On est habillé en tenue traditionnelle, l'occasion de voir beaucoup d'Algériens. Enfin, les Algériens n'ont pas l'occasion souvent de se voir. Non plus. Chacun est de son côté. Le travail, il y a un rythme quand même très dur en Europe d'une manière générale. Et donc, c'est l'occasion pour tous ces Algériens de se retrouver autour de cet emblème national. Et donc, on va partir en Suisse. J'ai choisi 2 régions, la Suisse, à Genève, et puis à San Francisco. San Francisco, pourquoi? C'est c'est un nouveau consulat qui a été inauguré depuis pas longtemps. Tu en avais parlé d'ailleurs. Oui, je remercie d'ailleurs Monsieur le Consul Zermesh
qui nous a envoyé quelques images. On les verra tout à l'heure. On va commencer d'abord par Genève, où monsieur le consul aussi, Reda Boulassel, qui veille toujours à médiatiser, à faire un travail autour de la communauté, à regrouper tout le monde avec un programme très riche. Par exemple, en Suisse, il y a eu une soirée ou un concert avec Men El Gharbi et puis une grande exposition. Une exposition autour du patrimoine algérien, de l'artisanat. Ils sont justement en train de voir les images. Donc, et puis un feu d'artifice. Il y a eu un feu d'artifice. D'accord. Voilà, on va peut-être revenir un petit peu pour écouter les réactions des Algériens qui ont été présents à cette soirée. Allons-y. Salam alaikum à tous les Algériens du monde. Je vous souhaite une bonne fête de l'indépendance. N'oubliez jamais Tahia al-Jazair ou Allah yarhamhum shuhada. Merci beaucoup au consulat de Genève pour cet accueil, pour l'organisation. Vous êtes extraordinaires. Et puis bonne fête de l'indépendance à tous. Je suis fier, comme tout le monde, d'être algérien ici parmi tous les Algériens. J'espère que l'Algérie va rester debout et on va avancer tous ensemble. Ils ont voulu effacer une nation, ils ont forgé un peuple. Bienvenue à tous les Algériens et les Algériennes qui me regardent. J'espère que vous allez bien. Merci à monsieur le consul général, ainsi que toutes les équipes consulaires, ainsi que le ministre et toute la mission permanente de nous avoir accueillis. On a une grosse pensée pour eux et aujourd'hui on fête 64 ans d'indépendance avec un magnifique feu d'artifice. Tahia al-Jazair. الزلف لون يذون امل بينا وديا شامبيون دي موند نيل-كامبو دينيغ الفرح دم قراني اللي غاسكيان يذون دي الكونسولا d'Algérie à Genève المن لا سيريموني كيان دي توهكان جوستومون 5 juillet عندنا يتحرن لجدودنا ثمورثنا وصفار حدا مقراني نتواليا كاكيا العالمنا للجزائر يترفرف ذك النيا ذيك مورا الفرانيا دونك دينيغ ميرسي انفينيمون الكونسولا يدي عرضنا ساكي وكنا ديالي هذاكيا ثملاد فساد ويثورا وان شاء الله اراوي سد بدن فلاس ان شاء الله هذه اللي نوكا ذا يحاربنا في ثمورثنا غيوكن تنواليا في الجوج هي الجناس تنمير تنوال. Et c'est grâce à cette histoire de ce pays qui nous permet d'avancer justement à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Et on est très content d'assister à cet événement. Oui. Donc c'est 600 Algériens, tu me disais, qui ont pris part à cette manifestation. Oui, sur 2 jours. Ça a été, il y a tellement tout le monde veut assister aussi, à marquer ce jour, cette fête de l'indépendance, qui est la fête de tous les Algériens et qui nous renvoie loin dans notre mémoire et voilà, donc le lien est là et l'attachement est là. Donc on va, pareil pour les Algériens qui sont du côté de San Francisco et aux alentours de San Francisco aussi. San Francisco, un consulat qui a ouvert ses portes depuis pas longtemps, depuis quelques mois. Il a été inauguré d'ailleurs par Sofiane Chaïb, le secrétaire d'État chargé de la communauté nationale à l'étranger, de passage aux États-Unis. Et là aussi, c'est sur 2 jours. Parce que le nombre est tellement important d'Algériens de la communauté, et puis tous, et les associations, parce qu'il faut aussi rendre hommage à toutes ces associations qui travaillent aux côtés de nos consulats et qui font tout pour mettre en avant, mettre en lumière cette richesse et cette profondeur de l'histoire algérienne, un héritage qui passe de génération en génération et surtout pour préserver notre mémoire auprès des nouvelles générations surtout. Et donc on va voir à San Francisco aussi une exposition des tenues algériennes, des tenues traditionnelles algériennes, une conférence et puis aussi de la musique et alhamdoulilah ma bqash li serma fi bladna qui est une chanson mythique. Donc on va voir un petit peu San Francisco. Allons-y. السلام عليكم. أنا اسمي حنين وأنا
مع الأورجنايزيشن تاع Algerian Americans تاع Northern California AACNC. ومرحبا بكم ال 5 جويلية سيلبريشن، ونحتفلوا التاريخ تاعنا وكيفاش ربحنا استقلال من فرنسا. أنا كزايدة هنا في سان فرانسيسكو راني مفتخرة بزاف، سوسو والدي يما من باريكا وبابا من منيعة، هما يعني الحمد لله رباوني على الحب الوطن. و دائما كنا نتفرجوا كل عام الفيلم تاع Battle of Algiers ويهضرونا يعني the importance of واحد يوقف معاني المظلومين. ناظرة سيدي صالح من جمعية حواء. اليوم رانا نحتفلوا بالذكرى 64 لاستقلال الجزائر. هذا الحفل منظم طرف القنصلية العامة في سان فرانسيسكو بالتنسيق مع الجمعيات المحلية. Magnifique ambiance, effectivement. C'était donc du côté de San Francisco, on le rappelle. Et cette fois-ci, nous allons aller du côté de... J'aimerais remercier encore une fois nos consuls, à savoir Reda Boulassel, notre consul général à Genève, et Farouk Rmash, notre consul général à San Francisco. On va aller directement de l'autre côté de la rive et on va découvrir 2 copines qui font d'ailleurs un travail colossal aussi. Donc c'est un travail finalement, encore une fois, donc même si on a choisi l'immigration, même si on est né là-bas, nous avons grandi là-bas, mais cette fibre algérienne y est. Oui. Et c'est ce que Nawal et Nora nous prouvent, encore une fois. Nora de Sétif, Nawal elle est de Tizi Ouzou et de Rouiba, et donc elles se sont entendues sur un projet, elles se sont regroupées autour d'un projet, c'est ouvrir un espace dédié à l'Algérie, avec notre patrimoine, notre artisanat, et où la rue Roi d'Alger. Oui. Dans le 18e, ceux qui ne savent pas où se trouve la rue Roi d'Alger. Et c'est un hasard, c'est un pur hasard. Oui. On va voir directement. C'est un pur hasard et pourtant, c'est que demander de symbolique est là finalement. Exactement. On va voir les images. Hello Canal Algérie, moi c'est Nora et je suis originaire de Sétif. Hello, moi c'est Nawal et je suis originaire de Tizi Ouzou et de Rouiba. On est les fondatrices de Makam Market. Makam Market, c'est un showroom 100% algérien. Donc on a voulu créer ce magasin parce qu'on est parti d'un constat. On ne trouvait pas nos produits chez nous. Donc ce magasin, c'est par nous, pour nous. On y trouvera plein de produits. Ça part de la cosmétique, de l'alimentaire, de la robe traditionnelle à la poterie. Et du coup, ça a été vraiment cette motivation première. De vouloir mettre un lieu qui rassemble nos produits et qui soit mis en valeur. Voilà. Et nous sommes la 3e génération. Et on s'est rendu compte aussi que même nos enfants sont hyper attachés à la culture algérienne. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, les non-algériens recherchent aussi les produits algériens. Exactement. Et donc voilà, l'idée, elle a mûri et on a du coup commencé à chercher un local. Donc aujourd'hui, on est sur Paris. Et pour l'anecdote, on est à l'angle de la rue du Roi d'Alger. Rien n'est au hasard. On a posé notre dossier et quelques mois plus tard, on reçoit en fait une sélection de boutiques, dont cette boutique, la rue Roi d'Alger. Et on s'est plus inspiré des boutiques en Algérie. Que des boutiques ici. Que des boutiques ici. Et comme quoi, notre pays, il avance très 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 vite. Voilà. Donc, elle portait le cordon. Elle portait le cordon. Voilà. On va sans plus tarder pour terminer sur une note pour la fête de l'indépendance faite par Dounia Al-Hikaya, Dounia Amri, qui est une écrivaine, poétesse installée à Madrid, qui présente le patrimoine algérien avec des tenues algériennes. On y va, on va voir ça tout de suite. في عيد الشباب جبنا ذا المنظوم ونمجد تاريخ وطني نفخر بيه. عيد الاستقلال تاريخه معلوم، ال5 جويلية حق نوفيه. قداش انطورات خضناها وهموم، وقداه شهيد قبره ما ندريه.
عبد القادر كان قد وقاد القوم، والنصر من الله شعار معليه. جبل مستوى قاد ثورتها قمقوم، عمر بن موسى والرجال اللي تبغيه، سال عليها وراس وتشرها وتخوم، وسول عن أمجاد تاريخك وحكيه. ولا سال أهل الدراية والعلوم، تلقى الصافي عندهم والغير خطيه. بومعزة كي ذاق وقصدنا محتوم، متيقن سكان جلالة تحميه. تضحية دم سال نهار مشوم، ما زالت آثارها وقبور الهيه. معلومة القبور تشهد بالمتموم، العشر من جام في عنها سقسيه. وما ننساش الكاف الأحمر هذا اليوم، 16 جويل يلينا يرويه. ولاد ساسي حاربوا غزاة القوم، واجب عن شبابنا مجدو يحميه. ويظهر ما راه في الجهة مردوم، راه اللوم على اللي تارك ماضيه. وصلوا على شفيعنا في ذاك اليوم، نبينا وحبيبنا يوم نلاقيه. Émouvant. Voilà. Émouvant. Moi, Et donc sur cette note, terminé en beauté. Voilà, sur cette note positive, justement gracieuse aussi, qu'on termine notre émission. Avec la tenue Naili. Avec la tenue Naili, la belle tenue Naili. Merci à Dounia Amri ou Dounia Hikaya. C'est une plateforme qui en poésie, qui met en valeur à travers la poésie Aoul Melhoun. Notre patrimoine algérien. Merci beaucoup. Merci pour toutes ces pour ta patience. informations. Moi, il n'y a aucun problème pour moi, hein, si ce n'est le timing, encore une fois. Merci beaucoup, Filla. On se retrouve dimanche, Inch'Allah, pour d'autres belles rencontres, n'est-ce pas? Ah bah, j'espère. Inch'Allah. Merci beaucoup, Filla. Nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve dès demain à partir de 8h. Excellente journée à tous. Au revoir.